plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde selon Nelson Mandela. De plus en plus d'étudiants africains à la quête du savoir rêvent de poursuivre leurs études à l'étranger. Du rêve à la réalité, ils sont bien souvent confrontés à plusieurs barrières, d'où la nécessité de disposer d'informations utiles. Comment constituer un bon dossier et maximiser ses chances d'admission? Comment également réussir à obtenir des logements facilement? Qu'est-ce qu'une procédure consulaire? Et bien plus encore dans ce numéro avec notre invité de ce soir, M. Edem Agbegnon, directeur Afrique de EduPass, société française spécialisée dans la mobilité internationale. Bonsoir chez vous, bienvenue au Carrefour du Savoir. Alors soyez des nôtres pour une heure de voyage inspirant dans le monde international des études où chaque destination ouvre une porte pour un avenir prometteur. Alors, Monsieur Agbegnon, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais toujours bien par la grâce. Ah, toujours de chez toujours. Debout, vivant et béni chaque matin. Ravi de vous avoir en studio. C'est moi qui suis honoré de venir à cette émission pour éclairer la lanterne de nos frères et sœurs. D'accord. En tout cas, nous y sommes. Alors, Monsieur Agbegnon, dites-nous, d'entrée de jeu, on va planter le décor afin de permettre à nos téléspectateurs, ils nous suivent ou pas, parce que ça dépend des choix. Est-ce que un étudiant africain, issu d'une famille modeste, d'un père, qui n'a pas assez de ressources, un citoyen lambda, peut rêver étudier à l'extérieur? Un citoyen lambda, un étudiant africain, même de famille modeste, doit rêver d'étudier partout dans le monde. Et à travers le monde, il y a plusieurs mécanismes qui rendent cela possible. Donc, il est de notre devoir de partager l'information avec cette niche-là, afin que tout le monde soit éclairé. Une fois qu'on a l'information, on sait comment procéder pour atteindre cet objectif. Donc, c'est un must. Ce n'est pas s'il peut, mais c'est qu'il doit. Il doit. Il doit. Ah. Au moins, vous donnez de l'espoir à beaucoup de jeunes qui nous suivent présentement et qui se disent, ah, Niagam la signe pour aller continuer ailleurs. Donc, c'est possible. C'est bien possible. C'est pour ça qu'il y a des programmes de bourse. C'est pour ça aussi qu'il y a des facilités d'admission, qu'il y a des mécanismes ci et là pour le processus d'admission, ainsi de suite. Donc, oui, l'étudiant, peu importe les moyens de ses parents, tant qu'il a un projet d'études bien cohérent et qu'il a un objectif en termes d'atteinte de formation bien précis, cet étudiant-là peut. D'accord. Alors, avant toute démarche, dans le but d'une admission, est-ce qu'il faut attendre d'abord à avoir son baccalauréat ou on peut commencer bien avant? On peut commencer en classe de terminale. Okay. L'idéal, c'est de commencer en classe de terminale, mais même, je vais un peu encore reculer en disant que dès la classe de seconde, on doit pouvoir travailler sur son projet. Dès la classe de seconde, on doit pouvoir suivre des séances d'orientation et de coaching qui permettent à l'étudiant de mieux se retrouver en termes de formation à faire après le bac. Et une fois en terminale, on doit, dès les premiers mois de la classe de terminale, se lancer dans la procédure qu'il faut pour garantir sa place avant même l'obtention du bac. Parce que oui, c'est possible d'avoir des admissions avant même la date de proclamation de son baccalauréat. Et là, le baccalauréat n'est à ce moment donné que le déclic qui te permet d'aller rapidement dans le reste de la procédure. Ah, donc, on peut postuler avant la proclamation des résultats. Comme vous le dites, on a l'admission qui est calée et puis le résultat vient continuer le processus. Là même est le piège parce que la plupart du temps, peu importe les destinations d'études, il ne faut pas attendre. Là, par exemple, on est dans le mois de juillet, c'est dans le mois dans lequel on proclame les résultats. Mais tenez-vous bien, la plupart des procédures d'admission dans les universités publiques partout dans le monde pour la rentrée de septembre qui vient, ces procédures sont déjà closes. Wow. Il faut pas se lever en juillet pour chercher une admission en septembre dans une université publique.
Si c'est dans le privé, oui, ce serait possible. Mais si tu veux avoir une admission dans une université publique pour la rentrée de septembre d'une année, il faut te lever déjà à partir d'octobre-novembre de l'année qui précède. Du coup, en terminale, un étudiant dès le mois d'octobre-novembre devrait commencer par chercher sa place dans les universités, bien qu'il n'a pas encore le bac, dans les universités pour la rentrée de septembre de l'année qui suit. Du coup, c'est le bon moment pour commencer. Sinon, et c'est ce qu'on retrouve souvent, on voit des cas de figure où les étudiants, après le bac, passent une année à se chercher parce qu'ils n'ont pas pris le temps en amont de préparer leur procédure d'admission dans les universités à l'étranger. Donc, ils seront en train de tourner. Certains vont vouloir faire la langue en disant que oui, je vais Tuer le temps. pour tuer le temps. Alors que même ça peut porter préjudice demain à son parcours scolaire où on va avoir une année, entre guillemets, vide dans son curriculum. Et alors, ça, si pour le cas des jeunes bacheliers, pour ceux qui sont déjà étudiants, ça dit que je suis étudiant peut-être en première année, deuxième année par ici, quand est-ce que je commence cette procédure-là, si je veux aller poursuivre à l'extérieur? En règle générale, dans les universités publiques, il y a des mécanismes qui dépendent et qui diffèrent d'un pays à un autre. Mais ces mécanismes-là, en règle générale, commencent en fin d'année. Pour avoir une place dans une université publique, les admissions commencent en fin d'année pour l'année qui suit. Donc, ça dépend du pays vers lequel l'étudiant veut aller, mais les mécanismes sont là et il faut juste savoir. C'est pour ça que c'est un projet. Étudier à l'étranger, c'est faire un projet. Un projet, c'est des étapes. Et la première chose, c'est de savoir déjà quels sont les mécanismes qui permettent d'avoir des admissions, si c'est dans le public ou si c'est dans le privé. Là, vous savez les mécanismes et les délais, les timings qu'il faut pour postuler. Et voilà, donc un étudiant en deuxième, troisième année ou un étudiant titulaire d'une licence peut chercher à poursuivre ses études à l'étranger, mais à condition de se lever quand il faut pour faire le process ou suivre le mécanisme qu'il faut. D'accord. Alors, nous allons prendre le cas de la France, par exemple. Si je suis étudiant, je suis nouveau bachelier, je veux aller poursuivre mes études en France. Je commence par où, Monsieur Agbeña? Alors, on ne peut pas vouloir étudier à l'étranger si on n'a pas une admission. Donc, la première étape, c'est l'étape de l'admission. Et quand on est étudiant ou on est en classe de terminale, on est nouveau bachelier, Yeah. ce qu'il faut faire, dans le cas de la France, parce que tu as posé une question de cas précis, il y a deux mécanismes ou deux voies. Ok, la procédure publique et la procédure privée. Dans la procédure publique, il y a encore deux voies pour ceux qui sont en terminale et ceux qui viennent d'avoir le bac. Et ces deux mécanismes sont la procédure Campus France et la procédure Parcoursup. La procédure Parcoursup, elle est limitée pour les étudiants hors de France parce qu'il y a que certaines formations qui seront disponibles. Et la procédure Campus France, par contre, c'est la procédure qui englobe toutes les universités publiques en France et procédure par laquelle vous pourrez obtenir une admission. Ok. Donc, vous avez parlé du cas Campus France, c'est ce qui revient très généralement chez nous au Togo. Parce que quand on entend le parti Campus France, on ne sait même pas c'est de quoi il s'agit. Pouvez-vous nous expliquer un peu le process à ce niveau? Alors, Campus France, c'est un mécanisme d'État. C'est un mécanisme de l'État français qui gère toutes les entrées estudiantines sur la France. Donc, vous ne pouvez pas vouloir étudier en France sans passer par Campus France. C'est un passage obligé. Donc, c'est le mécanisme par lequel déjà l'État français a regroupé sur une plateforme toutes les universités publiques, ok, avec un processus bien ficelé par lequel les étudiants renseignent leur dossier scolaire et postulent ou bien font des choix des universités. Et dans le même mécanisme, Campus France a des bureaux, des antennes dans chaque pays. Ok. Et à une étape du processus, il faut impérativement aller dans le bureau local de Campus France et passer un entretien pédagogique, défendre son projet d'études, motiver tous les choix les choix d'université que le candidat a fait et convaincre l'agent de Campus France sur la pertinence et je veux dire le sérieux qui se cache derrière son projet d'études en France, parce que il faut pas juste vouloir partir
Et comme on est jeune et qu'on apprend que par Campus France, on peut avoir une admission et partir, on va vous la faire à Campus France pour partir. Donc, il faut pouvoir motiver que vous y allez pour étudier. Et pour cela, il y a un entretien pédagogique qui n'est pas négligé. Alors, l'entretien, comme vous venez de le dire, ce n'est pas du tout à négliger. Des astuces pour nous qui suivons l'émission et qui peut-être sommes programmés pour ces entretiens-là afin de réussir l'entretien de Campus France? Comme je viens de le dire, faire une procédure d'études, c'est faire des choix d'université. C'est avoir un projet d'études bien ficelé. C'est pas parce que un tonton a dit que on prend plus les étudiants qui postulent pour la géographie, qu'il faut tous postuler pour la géographie et ne savoir rien du tout à ce qu'on peut faire demain avec un diplôme, une licence en géographie. Donc, on a postulé parce qu'on vous a dit que on prend plus vite en lettres modernes, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Il faut avoir déjà un bon projet et faire un choix d'université de formation qui soit en cohérence avec son projet. Donc, projet d'études, projet professionnel et derrière motiver ce que vous allez faire. Et heureusement pour les étudiants, Campus France même organise des sessions d'information dans lesquelles ils passent l'information sur comment il faut préparer l'entretien, comment il faut faire les choix, ainsi de suite. Campus France a une porte ouverte dans tous les pays où chaque apprenant ou même les parents peuvent aller à l'information pour prendre ce qu'il faut et savoir ce dans quoi ils se jettent. Est-ce qu'il faut aller directement vers eux? Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels on peut se renseigner? Comment on fait? Déjà, dans chaque pays, quand vous tapez Campus France, au Togo par exemple, quand tu tapes Campus France Togo, tu auras leur site internet. Il y a des informations qui sont disponibles. Il y a aussi surtout en ligne beaucoup de vidéos. Ils ont des chaînes YouTube et autres, des chaînes même, je crois, TikTok dans certains pays où ils passent l'information. Donc, étudier en France, Campus France est le premier mécanisme qui permet de savoir ce qu'il faut sur les études en France. Du coup, ils sont pas du tout fermés à passer l'information à qui veut cette information-là. Donc, je suggère à tout le monde de ne pas hésiter du tout à se rapprocher de Campus France. Et c'est souvent ça que on nous reproche à nous, Africains. L'information est souvent disponible, mais on ne va pas la chercher. On attend que l'information vienne plutôt à nous au lieu d'aller chercher à s'enquérir, de savoir de quoi il s'agit. En tout cas, vous avez les informations utiles ce soir pour vous qui nous suivez, aussi bien parents qu'étudiants, et savoir que faire pour la suite de vos études. Alors, on poursuit toujours avec Monsieur Aguignon, université publique, privée. Vous avez dit tout à l'heure, donc le rêve est permis dans les deux cas. Je peux toutefois être admis dans une université publique comme privée. Quels sont les processus à suivre? Est-ce que c'est les mêmes process dans les deux cas? Non, mais comme je viens de vous le dire, dans le cas de la France, aller dans une université publique, c'est impérativement par Campus France ou Parcoursup. Mais Parcoursup, c'est pas pour tous les profils et c'est pas pour toutes les formations. Campus France, par contre, regroupe toutes les formations et toutes les universités. Donc ça, c'est le mécanisme pour le public. Maintenant, pour les universités privées, il y a des universités privées qui sont connectées à l'espace Campus France. Donc, c'est des universités privées qui sont labellisées, qui ont un certain niveau d'accréditation qui leur permet d'être référencées sur la plateforme Campus France. Il y a des universités privées qui sont pas connectées sur Campus France, mais pour lesquelles il faut directement rentrer en contact avec le service d'admission de ces universités-là, passer des entretiens et parfois des tests avant d'avoir des admissions. Donc, les deux procédures sont possibles, mais en revenant sur le point de départ, l'étudiant dont les parents ne disposent pas de moyens, mieux vaudrait pour lui de faire la procédure publique, parce que dans le public, les coûts de scolarité seront naturellement beaucoup plus bas, et c'est en cela que, si possible, parfois de se retrouver avec une scolarité annuelle qui est à 170 €. Et voilà, quand tu dois payer 170 € par an de scolarité,
C'est quand même l'eau. Oui, C'est trop l'eau. même si vous êtes pauvre, vous pouvez vous le permettre. Ah oui, c'est un peu comme quand on va dans les universités ici, quand on va Naturellement. visiter les universités privées ici. Donc, on peut quand même affoler cela. Maintenant, c'est se lever tôt, comme vous le Et dites. faire la bonne procédure. Voilà, qui est très important. Maintenant, faire la bonne procédure, vous avez cité des processus par lesquels on peut passer. Est-ce qu'il y a des agents sur place également vers qui on peut aller pour avoir des bonnes infos? Oui, côté agence, il y a un peu de tout sur le terrain. Mhm. Il faut faire attention Voilà. de ne pas verser dans tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que, en règle générale, on oriente sur Campus France en premier. Maintenant, derrière, je sais qu'il y a des agences qui font du bon boulot. Donc, la plupart du temps, il faut savoir filtrer Mhm. les informations disponibles et choisir le bon du moins bon. Je dirais ça comme ça. Alors, avant toute chose, il faut qu'on accepte votre dossier, donc l'admission. Alors, quels sont les process autour, quels sont les critères majeurs sur lesquels ces universités se basent pour faire le tri, pour vous octroyer ou pas leur admission? Alors, les universités se basent essentiellement sur la motivation, parce que quand tu choisis une formation, Mhm. il faut impérativement motiver le choix de la formation en disant ce pourquoi tu veux faire la formation Mhm. et ce que tu veux faire avec le diplôme que cette formation-là te donnera. Donc, D'accord. c'est impératif de pouvoir avoir une bonne motivation et de pouvoir convaincre parce que motiver, c'est aussi savoir se présenter et vendre ce qu'on a comme ambition. Mhm. Et si vous ne faites pas une bonne motivation, les universités ne vont pas trouver l'intérêt d'accepter votre candidature au lieu d'une autre. Le critère note et je veux dire parcours scolaire compte aussi, mais c'est toujours important de savoir motiver parce que parfois il faut jouer sur la progression qu'on sent dans le parcours de l'étudiant à travers les notes que l'étudiant a eu de seconde, première et puis terminale. Mais la motivation joue un rôle majeur et même le choix de formation. C'est pas parce que on a fait la D que tout le monde va vouloir faire la médecine. Mhm. Euh, oui, je sais, c'est une réalité chez nous. Tous les parents veulent que leurs enfants soient médecins, mais c'est pas tout le monde parce qu'ils ont fait la D ou qu'il a 12 de moyenne en Mhm. SVT qu'il faut impérativement qu'il fasse médecine. Médecine demandera parfois plus que ça. Et aussi, le choix de formation revient. Et pour cela, il faut pas, je veux dire, il faut pas faire économie de suivre des séances d'orientation, de passer par les coachs scolaires qui vont vous encadrer dans le choix de formation, le choix de carrière. Donc, c'est très important de tenir compte de ces paramètres aussi. Alors, Monsieur Albeignon, c'est vrai, vous avez donné des explications par rapport au processus d'admission. Une fois l'admission obtenue, est-ce à dire que c'est OK, c'est bon, je suis déjà dans le pays donné et que le reste du processus suit son cours normalement, je vais à l'ambassade, on m'octroie le visa et puis je suis parti? Ou qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors, une fois l'admission obtenue, vous avez passé la première marche, All right. mais vous n'avez pas encore fini l'escalier. Ah. C'est ça en fait, parce que là, je vais encore revenir un peu derrière. Si tout de suite, vous avez eu à faire la procédure publique Mhm. et que à l'issue de la procédure publique, vous avez une ou plusieurs universités qui vous acceptent, en fin de compte, vous devez faire un Un choix. choix. Et le choix que vous faites est le choix définitif qui vous permettra d'obtenir ce qu'on appelle l'accord préalable d'inscription de Campus France. On est toujours en train de parler du cas de la France. OK. Accord préalable d'inscription obtenu, vous rentrez dans la procédure consulaire. Dans le cas où vous avez fait la procédure privée, où vous êtes approché directement d'une université privée et que vous avez obtenu une admission, il faut que vous reveniez sur l'espace Campus France avec cette admission-là pour renseigner la plateforme, mettre aussi charger l'admission que vous avez obtenue. Campus France a pour rôle de encore vérifier la véracité de l'admission auprès de l'université, mais aussi vérifier si
euh, la formation donne droit à un diplôme dont la certification te permet demain de revenir et travailler naturellement dans ton pays. Si le diplôme n'est pas reconnu par l'État français, Campus France va te le notifier. Et après toutes ces vérifications-là, Campus France pourra te donner donc l'accord préalable d'inscription. Donc, l'accord préalable d'inscription est la preuve, sinon le document qui fait un peu le résumé de ta procédure, ton école, ta formation, ta date de rentrée, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces informations mises sur le même document qu'on appelle l'API te permet de faire maintenant la procédure consulaire. Donc, la prochaine étape, c'est de rassembler ce qu'il faut pour faire sa demande de visa. Bon, l'API, comment est-ce que ça se passe? J'ai l'admission, c'est l'université qui m'a octroyé l'admission, qui m'envoie ces informations pour avoir l'API au finish ou comment En est-ce fait, que sur ça se passe? la plateforme Campus France, quand tu obtiens une admission et que Campus France fait le travail qu'il faut faire autour, je veux dire public ou privé, Campus France émet l'accord préalable d'inscription. C'est Campus France qui donne l'accord préalable. D'accord. Le consulat de ton pays, c'est que une fois que Campus France a donné l'accord préalable, c'est que C'est Campus France bon. a traité le dossier. Maintenant, il y a les nécessaires pour la demande de visa. Les documents qu'il faut fournir pour la demande de visa. Dans le premier est l'accord préalable de Campus France. Donc, il faut ajouter les autres éléments que le consulat demande pour pouvoir déposer sa demande de visa. Ah, ok, merci. Alors, après cette étape, je crois que là, maintenant, on peut demander le visa. Oui, il faut demander le visa après l'accord préalable d'inscription de Campus France. Alors, quels sont les documents à regrouper de manière générale pour que cette demande-là soit finalement validée? Parce qu'on peut faire la demande et puis ne pas l'obtenir, malgré qu'on ait tout ce qu'il faut, admission, qu'on ait l'API, et puis ne pas forcément obtenir le visa, ou c'est un OK automatique après avoir regroupé ces premiers éléments. Alors, l'octroi ou non Mhm. du visa est une décision qui revient et qui est dans le secret unique de l'ambassade du consulat. D'accord. Donc, le consulat et les représentations consulaires de France dans nos pays exigent un certain nombre de documents pour les candidats au visa. OK. Et le premier document, c'est l'API, l'accord préalable de Campus France, qui prouve que tu as une admission. Le second document, c'est le justificatif de ressources. C'est-à-dire, Il faut faut que tu bien justifies expliquer là. que tu as les moyens. Bon, en termes simples, il faut que tu justifies que tu as l'argent qu'il faut pour vivre une année d'études en France. Mhm. OK. OK? Et pour ça, il faut un document qu'on appelle l'attestation de virement irrévocable, AVI. OK. Et le prochain document, c'est le justificatif de logement. Il faut que tu prouves au consulat, à l'ambassade, que une fois visa obtenu et que ton pied touche l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, tu ne deviendras pas un SDF, tu ne deviendras pas un poids pour la République, mais que tu sais où loger. Donc, que tu aies eu un logement dans le public ou dans le privé, il faut que tu justifies que tu as une attestation, un document qui fait justificatif de logement. OK. C'est le troisième document important. Nous sommes au Togo. Un autre document important, c'est l'assurance voyage. Et ensuite, la réservation de billets. L'assurance voyage se fait à quel niveau? Dans les compagnies d'assurance. N'importe, il n'y a pas de Peu importe. porté Non, sur non, une peu importe. compagnie donnée. Non, non, non. OK, d'accord. Et par rapport au logement, est-ce que vous pouvez plus aller en détail? Parce que là aussi, c'est compliqué. Souvent, on se dit, ah, mien, mais comme le mien, si les on n'a personne en France. Du coup, est-ce qu'il faut forcément avoir quelqu'un de l'autre côté où on va demander de nous envoyer peut-être son OK pour loger mon enfant, ou si possible également d'aller vers, comment on les appelle déjà, les dortoirs et autres sur place dans les universités. Alors, je vais un peu encore rétro-pédaler All right. pour dire que les deux documents, à part l'accord préalable, parce que je viens ici, je suis avant tout directeur Afrique de EduPass, All right. et EduPass est une société française qui est spécialisée dans la mobilité internationale. Mhm. Et nos deux services phares, c'est l'attestation de virement révocable et la recherche de logement pour les étudiants. Donc, EduPass n'intervient qu'après validation de son accord préalable par Campus France. Et
Donc, l'attestation de virement irrévocable, comme je l'ai dit tantôt, c'est la preuve que l'étudiant dispose de ressources suffisantes pour tenir une année d'études en France. L'État français a évalué le coût de vie d'un étudiant et il faut au minimum pour un étudiant en France. J'ai pas dit un étudiant africain. J'ai dit pour un étudiant, peu importe sa nationalité. En France, il faut au minimum par mois pour un étudiant 615 euros. En CFA, ça fait 404 000. OK? Et donc, l'État français dit que pour octroyer à quelqu'un le visa, il faut que cette personne prouve qu'elle a de quoi tenir une année en France. Donc, par mois, 404 000. L'année, ça fait 404 000 fois 12. En euros, ça fait 7 380 euros au mois. Et en CFA, ça fait 4 848 000 au mois. Ce qui fait... Stop. Ça, c'est long. Faut que tout le monde vienne par ici. Oui, en fait, c'est toujours bien de savoir parce que Oui, on ne peut pas se jeter dans un projet d'études en France sans savoir ces éléments-là qui sont prépondérants. Et j'aime dire que il y a certains cas où même avec moins de ce montant total requis, on peut avoir le visa. Je vais peut-être avoir le temps de revenir sur ces cas-là. Mais d'entrée de jeu, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est la base. En France, faudra pas t'affoler. non, C'est 615 normal. en plus, 615 euros en France, ce n'est pas exagéré. OK? 615 euros en France, c'est le minimum. C'est en Afrique où c'est plus qu'exagéré. Maintenant, C'est nous au ce Togo. qu'il faut comprendre, Oui. c'est que des 615 euros seront pris en charge le logement, les frais de loyer de l'étudiant et ses frais de subsistance. Ah, ok. C'est ça, c'est les deux mis ensemble qui font les 615 euros par mois. D'accord. D'accord. OK? Donc, un étudiant, quand je dis que le consulat demande la preuve ou bien la capacité financière, c'est justement si tu es capable d'avoir un logement et que tu peux le payer, parce qu'il y a des fonds qui t'arriveront de manière permanente, et si tu peux toi-même te prendre en charge, te nourrir. Voilà, donc c'est les deux éléments qui sont importants. Et c'est pour ça qu'il faut la veiller. Et nous, à notre niveau, j'aime dire que la meilleure manière de prouver au consulat qu'on dispose de ces ressources-là, c'est de bloquer le montant qu'il faut sur un compte en France. Et c'est ce en quoi nous intervenons. Donc, nous sommes agréés pour pouvoir bloquer le montant qu'il faut pour un étudiant en France. Et une fois que l'étudiant arrive en France, nous lui faisons le virement de manière mensuelle et irrévocable. Donc, avec l'attestation que nous délivrons, le consulat sait que, OK, le montant qu'il faut à cet étudiant est bloqué et disponible sur ce compte en France. Ils peuvent le vérifier. Et une fois que l'étudiant arrive, il ne souffrira plus du fait qu'on dise que voilà ci ou voilà ça. Et ça, c'est le premier, c'est la VI. La même chose pour le logement. C'est un des services que nous offrons. Il faut préciser que EduPass est un projet qui a été mis en place par des Alumni France, c'est-à-dire des étudiants internationaux qui ont été diplômés en France, qui donc eux-mêmes ont été confrontés à un certain nombre de soucis et qui se sont mis ensemble pour créer une entreprise, avoir les agréments qu'il faut pour pouvoir fournir le service qui répond parfaitement à l'exigence d'un étudiant international qui vient dans un pays où il n'a peut-être personne. Donc, c'est en cela que le parent qui bloque l'argent chez nous, le bloque à travers nos services en France, et il ne va pas souffrir du fait qu'on lui dise que tel virement a pris du retard pour arriver ou qu'il y a eu tel. Voilà. Donc, la meilleure manière de faire une attestation de virement irrévocable pour son enfant, c'est de sécuriser l'argent sur un compte en France. De la même manière, le deuxième souci que tu l'as soulevé tout à l'heure, c'est lié au logement. Parfois, on n'a personne dans la ville dans laquelle la formation et donc l'université qui accepte l'étudiant se trouve. Et pour cela, nous avons un dispositif qui est très sécurisé et qui nous permet, à travers des allotements que nous avons avec des résidences universitaires et des particuliers, d'avoir une couverture totale de la France en termes de logement pour nos étudiants. Et même sur le territoire d'outre-mer. Même cette année, j'ai pu obtenir des logements à des étudiants qui vont en Martinique, qui vont en Guadeloupe. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit.
nous avons mis en place ces dispositifs-là pour pouvoir répondre de manière efficace et efficiente à ces deux problématiques. Ok, ben, en tout cas, c'est toujours bien de savoir. Donc, c'est toujours possible lorsqu'on n'a personne de l'autre côté de se rapprocher de vous et puis voilà, vous allez lui filer les topos. C'est ce pourquoi, Mais c'est pas gratuit. c'est ce pourquoi on dit EduPass, Edu comme éducation et nous sommes le passeport. Est-ce que c'est gratuit? C'est la partie là qui nous intéresse. Naturellement, nous sommes une entreprise et donc qui a des charges qu'il faut tenir. Forcément. Et nos services ne sont pas gratuits. Néanmoins, comme je l'ai dit, c'est un projet d'alumni. Donc, nous avons une responsabilité sociale avant tout. C'est un Et ce point qui de- fait que nos services sont les plus bas du marché. Je parle d'une couverture. Nous sommes dans 15 pays d'Afrique et je défie quelconque autre agence qui fait dans les mêmes services que nous de me donner des chiffres en termes de frais de service plus bas. Et du pass. Nous sommes dans 15 pays d'Afrique. Nous ne sommes pas, on est bien modeste, mais on a une forte couverture du continent. Donc, ça veut dire, là, on nous suit dans plusieurs pays africains également. C'est possible que ces jeunes-là aillent vers vos agences pour se faire aider. C'est très simple. Il faut juste aller sur le site web de EduPass, edupassgroup.com, Ok. et vous allez voir la liste Des pays. des pays avec les contacts des agences. Et voilà. Ok. D'accord. Donc, on suppose que après toutes ces étapes franchies-là, le hockey à l'ambassade, comme vous l'avez dit, c'est vrai, c'est dans leur secret. Mais on a plus de chance avec Oui. ces documents. Le travail, c'est d'optimiser. J'aime ce mot-là. Optimiser les chances d'obtention du visa. Parce que au-delà d'une acceptation d'une université, de l'accord préalable de Campus France, il faut que vous justifiez que vous avez les ressources. La plupart du temps, des gens passent par les méthodes peu orthodoxes en faisant recours à un tonton. J'aime l'expression tonton souvent, qui dit non, j'ai un compte ou bien j'ai un ami qui travaille à la banque. Voilà. On va prendre le compte de quelqu'un, on va te faire le document et quand tu vas avoir ton visa, tu vas te débrouiller. L'ambassade n'est pas dupe. Ils sont dans nos pays, ils vivent avec nous au quotidien. Ils sont dans nos réalités et ils savent pour beaucoup que c'est des documents. Et puis ils ont la facilité de contrôle et de vérifier au niveau des banques. Ok. Et c'est pour ça que certains, après avoir eu une admission dans une université publique, ça veut dire qu'ils ont passé une procédure Campus France Eh oui. de qualité. Ils reçoivent un refus de visa avec pour motif, vous n'avez pas fourni les preuves que vous disposez suffisamment de ressources pour tenir une année d'études en France. Alors que tu es passé par le tonton qui a pris son compte bancaire, le compte de je ne sais qui, pour te faire une attestation en disant que il a mis 7 380 € à disposition pour te faire un virement irrévocable. Donc, parfois, on a de très bons projets d'études et on se fait recaler au visa pour des questions de facilité qu'on voulait, alors qu'on a des mécanismes qui vous accompagnent et qui vous permettent quand même d'optimiser vos chances d'obtention de visa. En tout cas, beaucoup de choses se disent dans cette émission. J'espère que ça vous est utile pour vous qui nous suivez présentement. Monsieur Agbenya avec nous. Malheureusement, vous ne pouvez pas poser des questions comme moi. Je suis la seule à l'avoir ici, mais je pose des questions à votre place, bien évidemment. Alors, Monsieur Agbenya, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre pour ceux qui sont en train de rêver à aller étudier à l'extérieur, à part tout ce qui a été dit? À part tout ce qui a été dit, j'aimerais aussi, avant de passer à autre chose, dire que on a parlé de ceux qui ont eu l'admission sur Campus France, ceux qui peuvent avoir des admissions dans des universités privées, mais on n'a pas parlé de ceux qui n'auront pas d'admission. Donc, parlons-en. Parce qu'ils sont malheureux, ils se disent que c'est fini. Ah, je vous dire. Alors que ce n'est pas fini. Ah bon? Alors que ce n'est pas J'ai fini. pas eu l'admission, je fais quoi encore? En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que j'insiste sur le côté projet d'études. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'as pas une admission dans une université monde. publique en France, que tu n'as pas une admission dans une université privée en France, mais que tu as un projet d'études, il faut voir si toi-même ton profil étudiant correspond aux critères d'admission de ces universités-là et aux critères qui sont liés à cette destination. Parfois, il nous faut commencer au Maroc. Parfois, il nous faut commencer en Tunisie. Parfois, il faut aller au Sénégal pour commencer. Ok. Parfois, il faut aller étudier en Inde.
Où est? Parfois, en En Inde. Inde. En Inde. Ah. J'ai Je ne rêve même pas de ces pays. Nous, c'est la France, le Canada, les États-Unis. j'ai souvent ce souci-là avec mes frères et sœurs qui sont étudiants francophones. J'insiste sur francophone parce que quand nous voyageons et que nous arrivons dans certaines destinations, on découvre des étudiants anglophones du Ghana à côté, des étudiants du Kenya, du Libéria, qui font des formations de très bon niveau, qui n'ont rien à envier à certaines destinations. Et pourtant, quand on parle à un étudiant togolais D'aller en Inde. d'aller en Inde, il pense qu'il va aller tourner une série à Roi ou bien il va faire Le parent même n'est pas motivé. Quand tu lui dis envoie ton enfant en Inde, il va chercher quoi là-bas? alors que moi, dans le cadre de mes attributions au niveau d'Edupass, vu que nos services sont utiles dans toutes les destinations, pour ceux qui partent de l'Inde vers la France, nos services leur sont utiles. Donc, nous avons des universités partenaires parce qu'ils ont des programmes d'échange depuis l'Inde sur la France qui nous invitent à venir présenter nos services à leurs étudiants. Et dans ces cadres-là, je vais souvent découvrir des étudiants anglophones, tenez-vous bien, qui après une licence en Inde est envoyé en programme d'échange ou qui est accepté en master en France. D'accord. Donc, ils se retrouvent là où Il voulait être... l'étudiant togolais voulait aller, mais qui n'a pas pu aller. J'ai rencontré des étudiants ghanéens l'année dernière, comme ça, et je me dis, pourquoi est-ce que les anglophones ont cette compréhension de la chose que nous, les francophones, nous n'avons pas? Et en même temps, dans ce genre d'université, tu vas trouver des étudiants qui sont directement recrutés par la Silicon Valley, directement. Après sa formation en Inde, il a été recruté pour les États-Unis. Toute la procédure est aux frais de l'entreprise. Parce que quand un étudiant va faire les sciences de l'information, de la technologie en Inde, c'est là-bas que se forme la crème. Ah oui. Et donc, parfois, il faut juste, c'est pour ça que j'insiste sur le projet. D'accord. Si tu sais ce que j'ai rencontré un étudiant, je partage l'anecdote pour que ça puisse édifier plus d'un. Yeah. J'ai rencontré un étudiant béninois en Inde. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu viens ici. Parce que quand on nous parle en Afrique de l'Ouest d'étudier à l'étranger, on ne pense jamais à l'aide. Il m'a dit qu'il veut faire les sciences de l'informatique, mais qu'il veut une formation poussée. Et qu'il est venu là où il peut avoir la formation poussée. C'est qu'il avait l'information à la base. Alors que, tiens-toi bien, ces destinations-là, c'est des pays où il y a les deux extrêmes, il y a des très riches et des très pauvres. Du coup, leur niveau de vie et leur coût de vie se rapprochent de nos réalités. Wow. Et les parents peuvent facilement affolés là. Là, on est même allé très loin. Il y a la Tunisie à côté. Les gens te parleront de, je veux dire, Maroc. Non, bah, je veux plutôt parler de, on va dire qu'ils sont racistes, mais je connais plein d'étudiants togolais qui y sont. Si nous avons nous-mêmes des représentations consulaires dans ces pays-là, des représentations consulaires qui coiffent ces pays-là, ça veut dire que nous... Il y a flexibilité quelque part. J'ai étudié avec plein de gens au Togo qui ont eu des bourses pour la Tunisie. Est-ce qu'ils ont refusé? Ils sont allés. Et de la Tunisie, il y a certains qui sont partis en France. Voilà. C'est justement ce qu'il faut pour celui-là qui n'a pas les moyens, hein, mais qui a un bon projet d'études. Un étudiant qui vient d'avoir le bac avec une mention bien, avec une mention très bien, s'il va à la direction des bourses et stages et qu'on lui donne des possibilités de bourse sur la Tunisie, il faut que cet étudiant laisse passer ses chances. Il peut commencer 1, 2, 3 années là-bas et ensuite... Et après, poursuivre ailleurs. Et donc, c'est ça. Il faut que les étudiants et les parents soient ouverts. Le mal est partout, mais en même temps, il y a des bonnes choses partout. Ça, c'est vrai. Donc, il faut savoir, quand on n'y va pas étudier, on n'y va pas étudier, on reste dans ses cordes. Le reste, c'est la grâce qui fait. Même aux États-Unis, les gens ne sont pas épargnés. On ne le souhaite à personne. Mais si aux États-Unis, en France, l'année dernière, malheureusement, on a connu de ces cas-là, de Togolais, une étudiante togolaise qui a été victime d'un malheureux incident comme ça. Mais si ça se passe en France. Donc, parfois, nous avons de ces stéréotypes-là qui nous empêchent de voir plus loin, d'aller dans la réalité de ce qui peut être un projet d'études et un projet professionnel. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'admission pour la France et pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens pour la France,
Il y a d'autres destinations, j'en ai connu plein qui ont commencé au Sénégal, qui après sont partis en France, parce que c'est un projet. Il faut savoir où commencer. C'est- Et j'aime dire, quand l'ascenseur ne marche pas, il faut prendre les escaliers. Ah, forcément. Quand l'ascenseur ne marche pas, que tu t'arrêtes là, c'est que tu vas jamais arriver. Voilà. Il y a quand même l'autre issue qu'il faille prendre. Donc, en tout cas, c'est toujours utile. Donc, lorsque on a fait une demande et que l'admission n'est pas validée dans le pays qu'on veut, il faut chercher d'autres moyens. Impérativement. Parfois même, il faut, j'ai failli oublier. Parfois même, il faut commencer au Togo. Mais pourquoi pas? C'est pour ça qu'on a Parfois, aussi les universités. il faut commencer à UCA, ou il faut commencer ici, ou il faut commencer là. Au moins, Je tu sais saches pas. que Et en même temps, voilà. commencer Il notre y a processus. plein d'écoles et d'universités qui forment ici. Et 1, 2 années, je connais des étudiants qui ont fait 1, 2 années dans ces universités-là et qui après ont postulé pour avoir des places à l'étranger qui l'ont obtenu. Tranquillement, tranquille. Voilà. Bon, revenons au visa. On a admission, on a tout ça, on a eu été quelque part, on est reparti, finalement on a tout ça. On revient au visa. Peut-être on a fait demande de visa, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on doit encore refaire? Est-ce qu'il faut corriger certaines choses et revenir encore ou on reste bloqué là? Alors là-dessus aussi, je reviens sur les services et du pass. J'ai des étudiants qui ont fait une première demande de visa qui n'a pas abouti parce que ils avaient postulé avec des documents un peu orthodoxes Alright. et qui se sont vus recaler au visa, qui sont venus vers nos services. Nous avons fait ce qu'il faut faire parce qu'il faut avoir des documents qui sont sûrs, ok, et qui sont vrais. Donc, quand tu as un refus de visa, le consulat notifie toujours les raisons, les motifs du Ok. refus. Il y a certains motifs qui te donnent, euh, je dirais, le champ de refaire une nouvelle demande en apportant d'autres justificatifs. Mhm. Donc, ce n'est pas une fin en soi que d'avoir un refus de visa. Il y a d'autres, quand tu les vois, c'est peut-être ta formation de base et ton projet qui ne les a pas convaincus. Il Et faut quand, reprendre. quand ça n'a pas convaincu, il faut soit même se remettre en cause pour voir par où il faut tenir le bon bout et faire ce qu'on doit faire. D'accord. Ok. Étudier à l'étranger, si possible, pour tous, comme nous le fait savoir Monsieur Aguignon ce soir. Donc, c'est possible de rêver. Martine rêve d'aller à l'extérieur. C'est possible avec tout ce qu'il y a comme garde-four et ce qu'on doit faire à la base et bien faire surtout ce qu'on doit faire. Monsieur Aguignon, voilà plusieurs conseils donnés dans cette émission, toujours en vue de partir parce que beaucoup de jeunes se disent que si je dois réussir, c'est l'extérieur, quoi. C'est-à-dire que le Togo, c'est vrai, mais j'ai plus de chances de devenir quelqu'un demain, de gagner mieux ma vie en allant à l'extérieur. Avec tout ce que vous avez dit ce soir, avec vos précisions portées sur beaucoup de points où on n'avait pas forcément ces données-là, que dire d'autre? Alors, étudier à l'étranger, c'est aussi aller faire des formations professionnelles. Je connais plein d'universités et de centres qui forment en Tunisie, au Maroc, pour des formations précises euh, et qui permettent aux étudiants de décrocher des niveaux. Tu as parlé de Martine, je la vois derrière la caméra. Il y a de ces formations-là qui sont disponibles Ah bon? dans ces pays, dans certains niveaux. Ok. Euh, on ne dit pas que la formation au Togo n'est pas bonne. Le Togo, comparé à certains pays d'Afrique, les surclasse en niveau de qualité de formation, mais tout le monde aspire à ce Oui, qui est encore mieux. Mon ancien formateur aimait dire, le mérite de l'homme, c'est de tendre vers la perfection. forcément. Et cette perfection-là aussi au niveau de la formation, c'est parfois chercher à aller dans des universités, dans des destinations d'études où le niveau de formation est plus relevé que chez soi et revenir avec un niveau de qualité et pouvoir développer. La clé, c'est d'étudier dans des environnements où la réalité en entreprise surpasse ce que nous avons en termes de réalité ici et revenir chez nous avec des modèles mieux construits, des modèles qui ont fait des preuves afin de les implémenter ici et de Voilà. pouvoir relever le niveau. Si nous prenons tous les projets d'État que nous avons, j'aime
traîner sur la plateforme industrielle où la majeure partie des ingénieurs qui sont intervenus là-bas et même des ouvriers sont venus d'Inde. Ah bon. Encore, j'ai pu rencontrer un de mes amis par personne interposée qui, sur la base de ce projet-là, a décidé d'envoyer son Son neveu fils là-bas parce qu'il a vu ce que les gens ont été capables de de réaliser faire. chez nous. Et si nous avons des projets d'envergure, ces projets, ces ambitions-là, il nous faut penser à justement nous faire former dans ces certaines destinations, Mhm. maîtriser leur manière de faire. Parfois, il faut pas tout de suite aller vers ceux qui ont fini la révolution industrielle depuis longtemps, mais il faut aller vers ceux qui sont encore en train de sortir, qui sont sortis il y a 5, 15, 10 ans je veux dire, durant des pays pauvres et qui sont maintenant dans des pays en voie de développement ou qui sont devenus des pays développés. Et c'est à faire ça on arrive tout de suite à un niveau de formation qui nous relève et qui nous permet de revenir avec qualité, de devenir soi-même une référence en termes de formation pour ceux qui nous suivent. Donc c'est un peu ce que je dirais. Il y a toujours matière à chercher une meilleure formation et les destinations sont légion. Il faut juste savoir ce qu'on est capable de faire soi-même, ce dont on est, je veux dire, en termes de moyens, ce qu'on a et les destinations sont là. Alors, les destinations sont là. Vous avez évoqué le cas des formations tout à l'heure. Est-ce que c'est le même process que ça suit que lorsqu'on veut poursuivre des études normales? Ça passe toujours par l'admission. Donc, par rapport à la formation que tu veux faire, par rapport à l'université ou l'école, le centre dans lequel tu veux te faire former, il y a des critères, il y a D'accord. des processus d'admission, il faut les suivre, il faut pas, mais il faut prendre le temps de vérifier un certain nombre d'informations. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner. Forcément. C'est intéressant de se faire accompagner. Monsieur Avignon, merci infiniment pour vos explications. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission de ce soir. Merci de lever l'ombre sur nos zones d'ombre ce soir dans cette émission. Votre mot de la fin? Alors, mon mot de fin, c'est d'abord pour les parents. Il est impératif de savoir orienter son enfant et de suivre l'enfant. Ce n'est pas forcément ce que le parent veut que l'enfant fasse comme formation, qui est ce qu'il lui faut faire. J'ai vu des gens euh, qui sont en biologie, qui sont en mathématiques, alors qu'ils ont des compétences ou bien ils ont un profil qui serait mieux en comptabilité, en gestion. De la même manière, j'ai vu des gens en sociologie qui auraient dû faire la ressource humaine. J'ai vu des gens qui ne s'en sortent pas du tout en, en médecine alors qu'ils auraient pu faire informatique. Donc, il faut voir le profil de l'étudiant, mais il faut aussi voir la formation, les débouchés que Mhm. cette formation donne. Et il faut pas euh, handicaper nos enfants à vouloir impérativement qu'ils fassent ce que nous voulons qu'ils fassent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand un étudiant, pour ceux qui viennent d'avoir le bac, ils peuvent encore faire la procédure pour étudier en France en septembre qui vient, ou ils peuvent choisir de faire la procédure pour étudier en France en septembre de l'année qui suit. Donc, il faudra qu'ils s'y lancent depuis la fin de cette année pour être dans les temps et avoir des chances d'obtention d'admission et ensuite continuer. Pour tout le reste, ceux qui n'ont pas eu d'admission cette année, pour la France, il faut pas désarmer. Il y a plusieurs destinations pour étudier. Il faut toujours chercher et voilà. Et ceux qui ont déjà eu une admission, qui sont dans la procédure de demande de visa, s'il vous plaît, choisissez de faire votre demande de visa avec de vrais documents. Il faut pas avoir un bon projet et laisser son projet tomber à l'eau à cause de ce qu'on fournit des documents qui ne sont pas vrais. Les consuls ne sont pas dupes. Ils savent beaucoup de choses et il ne faut pas soi-même se tirer une balle dans le pied à vouloir utiliser des faux documents. Donc, faites confiance à ceux qui sont accrédités pour faire un certain nombre de choses. Et comme je l'ai dit, il y a certains cas qui permettent aux étudiants qui n'ont pas la totalité du montant requis de faire quand même euh,
une demande de visa et l'obtenir. Il faut vous rapprocher des agences comme la nôtre et nous allons vous montrer ce qu'il faut faire par rapport à votre profil. Nous allons vous aider à évaluer même la veille qu'il faut par rapport à la ville dans laquelle vous allez et on va se donner une bonne chance d'obtention du visa. Donc, ce sera pour moi le mot de fin, mais je ne saurais clore sans vous remercier de mon invitation. Stop. Bon, comme Martine l'a si bien soulevé, et puis elle est très, très câblée pour ça, il y a une dernière partie. Êtes-vous au courant de cette partie dans cette émission? Si c'est le bonus que vous m'offrez, je suis qui pour refuser. Merci. Bon, nous sommes à la partie 4 de l'émission, Monsieur Aguignon, et on espère que vous allez vous prêter à nos questions. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a comme étude. Nous sommes en mode relax parce que nous sommes vers la fin de l'émission. Ça peut aller? Ça peut aller. Tranquillement. Mais si ça Monsieur a été dit que vous n'êtes pas bien assis. Il faut bien vous asseoir. Si c'est après vos études, c'est encore bon. Voilà, d'accord. Alors, la première question. Monsieur Aguignon, imitez le cri d'un animal. Imiter le cri d'un animal. Je ferais juste un whoop pour faire un chien. C'est que quelqu'un de chien. Quand moi je rentre dans ta maison et tu fais ça, ça veut dire que je n'aurais pas peur. Je vais faire. C'est un chien, mais un chien méchant. Alors, monsieur Aguignon, si vous êtes Dieu pour une journée, quelle sera votre première décision? Dieu pour une journée. Yeah. Waouh. Dieu pour une journée. J'aimerais pas être à la place de Dieu quand même. Bon, c'est pas grave. Mais pour me prêter à cet exercice, Dieu pour une journée, je vais, comme première décision, travailler à éradiquer la misère parce que ce n'est pas des situations bonnes à vivre. Et si on peut, en un coup de baguette magique, rendre tout le monde au même niveau, ce serait peut-être la première décision que je prends. Ça, c'est un bon bel trait. Ou bien. D'accord. On évolue ou ça va? Ça peut aller? Je suis là. D'accord. La prochaine question. Quel est le dernier mensonge que vous ayez dit? Le dernier mensonge que j'ai dit, bon, est-ce que c'est pour un mensonge? Parce que c'est pas un mensonge, Mais c'est un mensonge quand même. c'est bon, c'est pour gagner un peu en temps. Quand je venais tout à l'heure à l'émission et que j'avais quelqu'un d'autre qui m'appelait, je voulais pas forcément dire que j'allais à l'émission, donc j'ai dit que j'allais à une séance de travail. Donc c'est tout dernier mensonge, même si la séance de travail, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas. Monsieur Aguignon, vous avez échappé à la question. Vous n'avez pas répondu à notre question. Mais quand Martine me met derrière la caméra, non. Mensonge que vous avez dit dernière fois, vous nous dites. Ça, c'est pas mensonge. Nous tous, on sait faire son téléphone. Dernière fois, mensonge. Est-ce que quand on ment, on se remémore de ce qu'on a dit? Est-ce que c'est déjà une bonne chose de mentir? Alors, quelle est la chose la plus folle que vous ayez fait à ce jour? La chose la plus folle. Yeah. Ding ding. La chose la plus folle. Ça, c'est qui l'exercice? Je réfléchis, la chose la plus folle. Sincèrement, je suis pas préparé, donc là, je suis en train de creuser parce qu'il y a beaucoup de choses folles que j'arrive à faire. Mais la plus folle, Yeah. c'est de prendre sur moi de créer des capsules vidéo et par les capsules vidéo, de défendre et de dire parfois que certains mots sont d'origine baie, puisque je suis de baie, mais qu'en vrai, ces mots ne sont pas d'origine baie. Donc, c'est une part de mes folies. Et quand ça me prend, je fais des petites capsules vidéo, je dis que ce mot est d'origine baie en toute, je veux dire, toute sérénité, à raconter un truc qui est cohérent, même si cela n'est pas vrai. Ouais, en même temps, ça peut rejoindre ta dernière question sur le mensonge. Ça m'est passé il y a longtemps. Alors, la toute dernière, avez-vous peur de vieillir? Peur de vieillir. Ouin, ouin.
Non, parce que je sais qu'il y a de belles choses qui m'attendent devant et que le nombre d'années que j'ai vécu déjà, je demande à la Providence de m'accorder beaucoup plus. Et si la Providence devrait m'accorder ce que je demande en termes d'années à vivre, je sais que je vais vivre plus que ce que j'ai déjà vécu. Donc ça fait partie du chemin et c'est le process de la vie. C'est pas nous qui décidons. On finit tous par vieillir. Bon, maintenant, vous pouvez me donner votre mot de la fin. C'est fini. Alors, merci. Je vais dire à tous ceux qui viendront après moi dans cette émission de se préparer parce que là, c'était pas, C'est vos pardons. c'était pas évident d'avoir des questions pièges, mais on a fait l'exercice. Je vous remercie pour l'invitation et je serai honoré et à cœur joie, je reviendrai à toute sollicitation pour Merci. éclairer la lanterne de ces apprenants et des parents qui sont là en train de se demander Ok. qu'est-ce que mon enfant va faire après le bac, qu'est-ce que mon enfant va faire là maintenant, puisque ceci ou cela ne marche pas. Nous-mêmes, nous avons fait les frais de ce flou-là, Yeah. et c'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui dans des structures qui apportent des solutions efficaces et efficientes à ceux qui se retrouvent dans les mêmes Situation. situations. Donc, nous invitons tous les parents à ne pas paniquer, Mhm. peu importe la situation. Il faut aller d'abord à l'information. Et une fois qu'on a l'information, on peut choisir d'avancer dans ce sens ou de choisir autre sens. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Aguignan. Et puis, le plaisir serait pour nous de vous inviter encore et encore dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Alors, au thème de ce numéro, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance, bonne continuation à tous ceux qui rêvent d'étudier à l'extérieur. Donc, vous avez beaucoup d'informations utiles dans cette émission. Espérons que cela vous soit utile. Bonsoir chez vous.